Ouzbek Erika, le podcast qui explore le futur. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'Ouzbek Erika, l'émission qui explore le futur dans la joie et l'allégresse. Et c'est particulièrement vrai aujourd'hui puisqu'on va s'intéresser avec notre invité à un futur radieux dans lequel le progrès technologique aura résolu l'ensemble des problèmes de l'humanité, réchauffement climatique inclus. Bon, en fait non, c'est faux, je vous mens, je m'emballe puisqu'on reçoit aujourd'hui Julien Vosnitsa qui signe un petit ouvrage intitulé « Pourquoi tout va s'effondrer ?» paru chez Les Liens qui libèrent. Alors évidemment, chez Ouzbek Erika, les collapsologues, celles et ceux qui pensent que nos sociétés industrielles ne peuvent pas continuer sur le même rythme et qu'elles courent à leur perte, on les connaît et on ne va pas s'en cacher, on les aime bien. Depuis le « Comment tout peut s'effondrer » de Pablo Servigne, qui a paru lui en 2015, ce courant de pensée se structure et Julien Vosnitsa, 24 ans aujourd'hui, en est le dernier avatar. Mais ces collapsologues sont-ils l'avant-garde éclairée d'une humanité condamnée, ou plutôt des femmes et des hommes, comme on dit chez La République En Marche, dont les prophéties catastrophistes ne sont pas prises au sérieux par leurs congénères, un peu comme ce pauvre Pierre. Ça va être tout noir. Ta gueule. 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 Ça va être tout noir. Alors, loin de nous l'idée de dire ta gueule et de jeter la pierre au mouvement collapsologue dont Julien Vosnitsa se fera pendant cette émission le porte-parole. L'idée est plutôt de creuser les différentes thématiques qu'il aborde dans son livre et de l'accueillir dignement chez Ouzbek Erika. Donc salut Julien et bienvenue chez nous. Bonjour. Et qui de mieux pour faire cela, pour creuser ces thématiques, que mes camarades de jeu Annabelle Laurent et Vincent Louquez, que je salue ici même. Salut Guillaume. Je vous laisse la main, allez-y, l'invité est à vous. Oui, donc on a lu attentivement, bonjour Julien, on a lu attentivement votre bouquin qui est un ouvrage passionnant, bien que forcément pas très réjouissant, qui a le mérite d'être simple, accessible, c'est ce que vous nous disiez d'ailleurs juste avant qu'on commence l'émission. On n'apprend pas forcément grand-chose de nouveau quand on est un fidèle lecteur ou auditeur d'Ouzbek Erika, parce que c'est beaucoup de thématiques qu'on aborde chez nous, mais il a le mérite d'être synthétique et d'apporter une vision globale assez effrayante des différents secteurs qui nous menacent d'effondrement, que vous évoquez tout tour à tour, que ce soit la biodiversité, le climat, la crise financière, la crise énergétique qui nous attend. Quelques chiffres que vous donnez en introduction pour nous mettre bien dans l'ambiance. Vous dites que sur les différentes espèces de vertébrés répertoriées, plus de la moitié des animaux ont disparu en 40 ans. Les insectes aussi, on l'a malheureusement déjà beaucoup répété, 80% des insectes ont disparu en 30 ans. On a perdu 95% de la vie de nos sols en 60 ans. Les océans, eux, pourraient être vides en 2048, vides au sens où il n'y aurait plus assez de poissons pour qu'on puisse les pêcher. Et puis la montée des eaux qui vient avec le réchauffement climatique pourrait rayer de la carte la Camargue, la Floride, New York ou encore le Bangladesh avant la fin du siècle. Alors tous ces chiffres sont affligeants et surtout qu'on les rapproche les uns des autres. Ce que vous dites disons ce qui sert de ligne rouge à votre bouquin, c'est que tout ça est lié. Toutes ces différentes crises sont liées. Le climat se réchauffe, la Terre meurt, les océans se vident, la finance peut aussi tout venir précipiter. Expliquez-nous peut-être pourquoi tout est lié justement. Qu'est-ce qui fait que ces différentes crises sont imbriquées les unes dans les autres ? On est dans un monde qui est complètement interconnecté et où on voit par exemple en 2010, il y a eu des récoltes en Russie qui ont été assez mauvaises au niveau du blé, et la Russie était un pays exportateur de son blé vers notamment la Tunisie. La Tunisie a eu donc du coup le prix du pain et le prix des matières premières qui a augmenté et qui a donné certaines révoltes en Tunisie, ce qui a impliqué le printemps arabe. C'est une des raisons du printemps arabe. Donc ça, on voit que par exemple juste une mauvaise récolte en Russie peut impliquer des révoltes en Tunisie. C'est quand même fou, ce qui peut embraser toute une région et qui peut amener ensuite à une immigration de masse et à finalement un Brexit, par exemple, si on fait l'entièreté du chemin. C'est une des causes possibles. C'est une des causes possibles du Brexit.
Donc on voit que tout est totalement interconnecté. C'est-à-dire que vous parlez de mauvaise récolte, ça veut dire que le climat, par exemple, va être un facteur aggravant de sécheresse et de mauvaise récolte comme ça. C'est aussi la biodiversité qui est liée à ces récoltes, à l'agriculture. En fait, ouais, la vie des sols est nécessaire à justement à ces bons rendements agricoles. Et actuellement, voilà, la vie dans les sols, elle est un peu à l'agonie. Là. Parce que si on dit au grand public 80% des insectes ont disparu en 30 ans, c'est pas forcément un argument qui va toucher au cœur la population. Enfin, c'est soit un petit insecte, mais ce que vous expliquez bien, c'est que l'impact est beaucoup plus grand que ça. Est-ce que vous pouvez... Alors, en fait, tous les insectes sont la plupart des insectes sont des pollinisateurs, et c'est eux qui vont justement fertiliser les fleurs et les plantes. Et sans ce travail-là, qui est un travail de l'ombre en fait, personne ne paye pour ça. Et sans ce travail-là, il y a juste, il y aurait plus de fruits, il y aurait plus la moitié des légumes. Et donc il y aurait de gros problèmes pour quand on parle pour de l'alimentation. l'assiette, ça touche. Ouais, un petit peu c'est ça. Si on dit demain il n'y a plus de carottes, et ça parle. Ça parle un peu plus, effectivement. Oui, une image qui a beaucoup parlé aussi dernièrement, c'était celle de l'étude du Muséum d'histoire naturelle qui racontait que 30% des oiseaux dans les campagnes françaises avaient disparu, et c'était lié entre autres à la disparition des insectes. Voilà, donc on voit que c'est toute cette chaîne qui s'imbrique. Ce qui est plus étonnant, je trouve, ou qui est moins évident de premier abord, c'est le lien. On comprend bien que tous les écosystèmes naturels sont liés, et même les systèmes humains, mais le lien avec l'économie, lui, est plus difficile à appréhender et moins naturel. Vous expliquez bien aussi que c'est vous dénoncez beaucoup le capitalisme mondialisé, et voilà, il y a ce côté-là aussi. On est vulnérable parce qu'on est dans une économie extrêmement mondialisée et interconnectée. Ouais, exactement. En fait, le capitalisme et la croissance est basé justement sur ce principe de croissance. Avec un principe de croissance de 3%, on double notre consommation d'énergie tous les 23 ans. C'est-à-dire que, moi j'ai 24 ans, mais depuis que je suis né, on a doublé notre consommation d'énergie. Et ça, en fait, à chaque fois qu'on double, si on double, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus, surtout quand les ressources à la base sont limitées. Et c'est pour ça c'était un des gros déclics pour moi au début, c'est que j'ai fait une école de commerce et des études de finance. En finance, on m'a toujours dit que c'était open bar, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune ressource limitée. Donc c'est à partir de là, je me suis rendu compte que c'était un système qui était complètement hors sol, quoi. Donc il y a une forme d'illumination presque à un moment donné, de prise de conscience, qui t'a donné envie d'écrire là-dessus, c'est ça ? Ouais, j'ai posé ma démission 2 jours plus tard. D'accord. Ouais, à un moment, vous parlez de votre voie toute tracée dans la banque, c'est-à-dire à quel point, vous étiez avancé jusqu'à quel point ? Ouais, j'étais en cursus, j'étais en master j'étais en master en finance, j'étais en alternance dans une grande banque. Ouais. Vous comptiez faire ça de votre vie ? Ouais. C'était, c'était ça. Une vocation ? Non, c'était pas une vocation, c'était juste une. Il y a une échelle, l'échelle de chez Furca, c'est un sociologue qui avait dit un petit peu les différentes étapes de la prise de conscience au niveau de l'effondrement. Et l'étape 0, c'est le sommeil complet. Et le sommeil complet, il n'y a pas de problème, le capitalisme c'est très bien. Même pas de réflexion sur le capitalisme, tout va bien autour de moi. Et j'étais dans cette étape 0 pendant 21 ans de ma vie. Ouais. Alors, donc, à quel moment est le déclic ? Parce que vous, là, on a évoqué tous les secteurs qui sont touchés par l'effondrement. Vous, votre point de départ, c'est les océans, puisque vous partez en mission pour Sea Shepherd. Alors, vous allez me dire en quelle année, mais au Mexique. C'était en 2016 que je suis parti au Mexique. De quoi vous avez pris conscience à ce moment-là, pendant cette mission ? Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Parce qu'en fait, vous n'en parlez pas de... En fait, il y a eu deux trucs qui sont passés assez au même moment, début 2016, c'était que j'ai vu... du coup, j'ai commencé à comprendre que le système financier était complètement hors sol, je l'ai déjà dit, mais j'ai vu en même temps le documentaire Cowspiracy, sur justement l'impact de la viande, et là ça m'a fait passer dans l'étape 1 de chez Furca, c'est-à-dire il y a un problème, il y a un gros problème, et si on résout celui-là, tous les autres vont aller avec. En l'occurrence, pour nos auditrices et auditeurs qui n'ont pas vu le documentaire, c'est sur l'exploitation animale et justement l'impact écologique de la consommation d'animaux, et l'impact sur les océans notamment. Et donc du coup j'ai commencé à devenir un militant de la cause animale. Et à ce moment-là, on parlait beaucoup d'écologie à ce moment-là, et du coup, je suis parti avec Sea Shepherd, quoi. J'ai envoyé ma candidature, pas Sea Shepherd France, mais Sea Shepherd ONG USA. de défense des océans, connu pour son mode d'action direct.
direct. Ouais, du coup, nous, on était Paul au Mexique. Ouais. Et Paul Watson m'a d'ailleurs fait l'honneur de m'écrire la préface du bouquin, donc c'était assez génial de sa part. Et Sea Shepherd, avec eux, on était au Mexique et on a essayé de sauver on n'y arrive pas d'ailleurs, à sauver une espèce qui s'appelle des vaquitas. Quand je suis monté sur le bateau, c'est un petit mammifère marin, 1m55 de long, à taille adulte, mais on n'en trouve pas des tailles adultes en fait, on n'en trouve plus vraiment. Mais donc quand je suis monté sur le bateau, il y en avait 63, il en restait 63 spécimens en tout. Aujourd'hui, il en reste moins de 11. Voilà, donc c'est un crash. Et en fait, c'est une espèce qui vient mourir dans des filets qui ne leur sont même pas destinés, qui sont destinés à une autre espèce aussi en voie de disparition qui s'appelle le totoaba, qui lui est braconné parce qu'il y a une partie de son corps qui vaut très cher sur le marché chinois, en médecine chinoise. D'accord. Donc c'est un cercle vicieux complet. Ça participe beaucoup à votre cheminement. Il y avait ce que vous racontiez avant Sea Shepherd. C'est le constat de ce massacre des espèces qui participe aussi à votre cheminement qui aboutit à ce livre aujourd'hui. Ouais, il y a eu un avant et un après, clairement. Mais en fait, j'ai vu plus de tortues mortes que de tortues vivantes. J'ai vu plus de baleines mortes que de baleines vivantes et plus de dauphins. De tous les animaux marins, j'en ai vu plus morts que vivants. Quand on retire des filets toute la journée, des filets de braconniers qui sont remplis d'animaux complètement morts, au bout d'un moment on se dit ma vie c'est de la merde quoi. Je veux dire, c'est un peu compliqué. Et donc, pardon pour nos auditeurs, mais c'est vraiment compliqué au bout d'un moment de se dire de voir ça et d'être confronté à ça tous les jours quoi. Et des espèces en voie de disparition, quand on les relève et qui sont crevées, on se dit mince. Voilà. Et par contre, il y a aussi des moments de joie où on arrive pile au bon moment et on arrive à sauver une tortue juste au bon moment, en sachant que ça a 30 minutes d'espérance de vie dans un filet. On arrive pile au bon moment, on la sauve et elle se barre et après elle fait 2-3 petites tapes dans l'eau pour nous remercier. C'est juste trop. Il y a des moments de pure joie aussi, mais voilà, à ce moment-là, tu te rends compte quand même que l'humain, il fait. Enfin, il y a des gens qui vont essayer de faire le bien, mais ils arriveront jamais à faire autant de bien que ce que les gens qui font du mal en fait. C'est ça qui est fou. Alors pour continuer, avant d'essayer de remonter la pente, pour continuer un petit peu dans la vague dépressive et pessimiste, vous annoncez ce qui te plaît, Vincent. Là, t'es chez toi. Il faut avouer que pour une fois que j'ai pas le rôle du collapsologue et de la rédaction, ça me plaît assez. Merci pour votre soutien. Ouais, y a pire. Non, mais pour continuer un peu dans cette veine, ce qui est assez déroutant, c'est finalement vous nous annoncez que même les énergies renouvelables sont pas une solution. Parce qu'elles n'ont pas l'envergure suffisante. Alors vous dites 1% à l'échelle mondiale d'aujourd'hui d'énergie vient des énergies renouvelables, c'est très peu. Et puis de toute façon, on ne pourrait pas du tout généraliser ça parce qu'il y a plein de problèmes. Alors on a beaucoup parlé des terres rares chez Ouzbek Erika. On a invité Guillaume Pitron ici il n'y a pas très longtemps. Donc on ne va pas trop redétailler ça. Mais voilà, il y a les terres rares qui font que les renouvelables ne sont pas forcément renouvelables. Il y a le fait que pour produire de renouvelables, il faut d'abord extraire les matériaux avec des énergies fossiles. Il y a plein de choses qui font que finalement, c'est même pas une solution. Et ensuite, c'est des énergies de flux. Par exemple, pour un panneau photovoltaïque, il va produire 80% de sa production annuelle en 20% du temps. C'est-à-dire le midi en juin, il va produire au maximum. Et en fait, nous, notre réseau électrique, il n'est pas du tout prévu pour absorber des pics de production aussi énormes. Et donc, du coup, il faudrait le stocker aussi. Parce que le midi en juin, c'est pas le moment où on a le plus besoin d'électricité, quoi. Et donc, il faudrait prévoir du stockage, et donc du stockage soit en montant de l'eau dans des barrages et pour avoir une énergie un peu pilotable, soit en ayant des batteries. Mais ça demande encore des. Et il va tous nous sauver, sache-le. Oui, c'est bien, Guillaume. Crois-y. Pardon, j'essaye. Non, mais pour une fois que j'ai pas le rôle de oiseau de mauvaise augure, je vais en profiter. Je voulais vous opposer l'argument d'un autre discours, celui de l'association Negawatts, qui elle, dit qu'on peut avoir 100% d'énergie renouvelable en France en 2050, et encore en se passant en plus de nucléaire. Donc il dit ça en établissant bien que ça implique de baisser beaucoup la consommation. Divisé par 3, Voilà. Malgré tout, eux nous disent que c'est possible. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un excès de pessimisme dans votre propos ? Sans doute, mais il y a 2-3 chiffres de l'association Negawatts qui tiennent pas debout. En fait, j'ai refait tous les calculs de chez eux. Ce serait bien qu'ils prennent des cours de thermodynamique. D'accord. Grosso modo, c'est ce qu'on peut être assez simple pour expliquer ce qui ne marche pas dans leur modèle. Qu'est-ce qui fait que c'est pas crédible d'après vous de ce scénario ? Leur aspect stockage, il tient pas. Après, non, ce serait trop long à expliquer comme ça, mais leur aspect trop stockage et l'aspect flux, ça marche pas. C'est surtout cette idée que finalement les renouvelables sont des énergies intermittentes et que donc on n'a pas le potentiel de stocker suffisamment tout ça, quoi, en gros. Ouais. D'accord.
Bon, bah donc, pour se réjouir, c'est loupé. Je continue sur l'effondrement alors. Vas-y, Annabelle. Donc vous semblez dire que les actions individuelles sont vaines, puisque elles ne sont pas coordonnées. Vous donnez l'exemple de 4 personnes dont l'une va décider qu'elle va être végane, l'autre ne va manger que bio, l'autre arrête de prendre l'avion, et la 4e, je crois, est minimaliste. Ouais, minimaliste, Voilà, ouais, bon, on peut- elles on se pourrait prendre plein coordonnent d'autres pas, exemples, donc au final, ça se perd complètement l'efficacité. Et par Mhm. ailleurs, l'action politique est impossible. Donc, nous voilà bien, mais il nous reste une lueur d'espoir, il nous reste le militantisme. Sous quelle forme vous proposez une forme bien particulière de militantisme? Qu'est-ce qui nous reste? Et est-ce que vraiment action individuelle et action politique sont vraiment à écarter d'un revers de main comme Non, ça? c'est pas à écarter d'un revers de main, surtout pas. Mais en fait, moi, c'est juste que j'y crois plus. Justement pour la cause de pour que les gens se coordonnent et pour qu'il y ait une action, genre un réveil citoyen. C'est l'exemple que je donnais dans le livre, c'est s'il y en a quelqu'un qui devient vegan et l'autre qui devient minimaliste, ok, mais ça veut pas dire que le minimaliste va devenir aussi vegan et que le vegan va devenir aussi minimaliste. Ouais, Donc c'est des actions qui vont un peu se noyer dans la masse. Et on peut se coordonner à l'échelle de ce plateau, on est tous les 4 là, voilà, on peut se coordonner, on va se dire maintenant on va devenir minimaliste vegan, on va arrêter de prendre l'avion et tout un tas de trucs tous ensemble, mais ça se fera jamais de manière autogérée à l'échelle d'un pays ou du monde. En plus on ne parle même pas de l'échelle d'un pays, on parle de l'échelle du monde là. Et donc du coup c'est pour ça que moi je crois pas à ce réveil citoyen de manière autogérée. Et il faudrait que des entités supérieures, en fait, notamment des entités étatiques, ou par exemple l'Europe commence à rationner ou à interdire certaines choses. Typiquement la consommation d'animaux, c'est une des premières choses que je donne dans mon bouquin, Ouais. un des trucs les plus faciles à mettre en place, facile, rapide et qui a une implication très très rapide. L'Europe serait encore plus populaire à ce moment-là. Si Bruxelles décide de rationner la consommation d'animal, ça va être sympathique. Ouais. Justement, Mais c'est une bonne idée. C'est justement en fait pour ça que l'aspect politique, c'est pour ça que j'aimais beaucoup de réserve vis-à-vis de l'aspect politique. Mais si on a quelqu'un qui arrive et qui dit aujourd'hui on va arrêter la consommation de viande, on va diviser l'énergie disponible par personne par 6 ou 8 ou 10 vous allez faire une lessive toutes les 2 semaines, changer toute notre civilisation, ce sur quoi notre civilisation repose et tout notre confort en fait. La personne qui proposerait ça dans la démocratie avec tous les guillemets qu'on pourrait mettre autour de démocratie actuelle, il serait jamais élu quoi. Vous parlez de démocratie. Justement, nous, on avait beaucoup parlé de démocratie en parlant de dictature verte. On avait fait un numéro sur la dictature verte il y a quelques trimestres chez Ouzbek Erika. Et justement, on évoquait quelques pistes d'un point de vue politique qui pourraient nous permettre de contrer cette obsession du court terme chez les politiques, cette obsession de l'élection. Il y a notamment des gens comme Dominique Bourg qui proposent de créer une 3e chambre, une chambre du futur. Du long terme, Une chambre du long terme, d'avoir vraiment une lutte contre les lobbies plus efficace, notamment à Bruxelles, de passer aussi par l'argent, par une taxe carbone qui soit coordonnée à l'échelon européen, voire mondial. C'est des choses, pour vous, qui rentrent dans ce que vous veniez de dire, c'est-à-dire qui ne pourront jamais se faire, ou est-ce que c'est aussi des leviers sur lesquels on peut espérer agir ? En fait, ce serait vraiment bien qu'on puisse avoir une chambre du long terme. Mais bon, la question, c'est... Nicolas Hulot essaie de la mettre en place, cette chambre du long terme en ce moment. Il ne faudrait pas qu'elle ait juste un aspect consultatif. Et vous ne croyez pas à ce genre de réforme ? Le truc, c'est que si on a une chambre du long terme, il n'y a plus aucune loi libérale qui passe. Il n'y a plus aucune... toute la politique de Macron n'est absolument pas tournée vers le long terme. Il n'y a rien qui est tourné vers le long terme, en fait. Donc, ok, il y a une chambre du long terme avec des gens qui sont libéraux dedans, c'est mort. Alors faisons de la politique fiction. En 2017, Jean-Luc Mélenchon est à quelques pourcentages du pouvoir. On peut imaginer sans trop fantasmer que les pourcentages étaient inversés à cause de différentes dynamiques. Après, on n'est pas à grand-chose de gens qui vont dans ce sens-là. Finalement, c'est pas totalement de la science-fiction. On pourrait avoir cet espoir aussi de dire certaines personnes peuvent mettre en place des choses qui vont dans le sens antilibéral que vous prenez. Ouais, c'est pas faux. Mais par contre, il y avait par exemple dans le programme de Jean-Luc je l'appelle Jean-Luc comme ça. On ne note pas. Ouais. Personne relève. Il y avait dans le programme de la Plus France. Jean-Luc que Emmanuel. Mais... Dans le programme de la France Insoumise, il y avait à un moment donné la règle verte qui était de dire on ne prend pas à la planète plus que ce qu'elle ne peut redonner. Mais en fait, ça c'est une excellente mesure sur le papier, mais en vrai, ça donne quoi ? C'est-à-dire qu'on prend quoi comme référence ? On prend la France.
En France, on n'a ni pétrole, ni gaz, ni charbon. Donc ça veut dire que, on divise notre niveau de vie par 25. Tu vois, première chose. Moi, je croyais aussi en négawatts, mais si en plus vous m'enlevez négawatts, forcément, c'est vrai que donc si après on prend le monde. La France Insoumise était sur le programme négawatt. Et si on prend le référentiel monde pour cette loi-là, on va faire quoi ? On va faire un prorata au niveau de, ça nous impliquerait de diviser notre niveau de vie de manière énorme. Et encore un dernier point vis-à-vis de ce même point-là, c'est-à-dire on prendrait quelle période comme référence ? En 1900, la planète, elle pouvait, absorber beaucoup plus de CO2 qu'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup plus de phytoplancton, il y a beaucoup plus de baleines et tout. Les baleines boostent le phytoplancton qui absorbe du CO2. Donc c'est encore l'histoire des interconnexions. Mais voilà, si on prend l'aspect 2018 par exemple comme référence ultime, chaque année en fait on va devoir raboter encore sur le petit truc. Vous dites dans le bouquin qu'il faudrait à l'échelle planétaire diviser le niveau de vie par 6, ce qui implique à l'échelle française, si on est juste par rapport aux différentes richesses nationales, c'est divisé par 10 en France le niveau de vie. Ouais, on va pas demander à un Tibétain de diviser son niveau de vie en fait. Lui il consomme 0,5 planètes, il n'y a pas de problème. Divisé par 6, ça voudrait dire quoi concrètement ? Si jamais on arrive avec un dictateur vert comme Jean-Luc Mélenchon, par exemple, pour ne citer que lui, qu'est-ce que ça voudrait dire divisé par 6 ? Ça implique quoi au quotidien ? Je sais pas si vous voyez comment ils vivent les zadistes à Notre-Dame-des-Landes. Ouais, mais comme ça. D'accord. Dans autonomie, permaculture, chacun son potager. Exactement. Ok. Donc c'est dire l'immense gap qu'il y a entre ça. Je veux dire, il y a personne qui vit comme des zadistes. Enfin, il y a que les zadistes qui vivent comme des zadistes. Et encore, ils sont plus très nombreux. Et encore, rien qu'hier soir, aujourd'hui et hier, ils se font défoncer. Pardon. Non, mais j'allais dire que dans les solutions que vous évoquez à la fin, c'est la chute, c'est s'inspirer du mode de vie des zadistes. Exactement. Notre-Dame-des-Landes. Oui, non, Annabelle incitait tout à l'heure sur le côté militantisme. C'est pour vous finalement une des pistes que vous donnez, c'est vous prenez la désobéissance civile en précisant qu'elle doit être non violente. Ouais. Cela dit, elle est non violente mais très coercitive parce que vous prenez des blocages, Alors il y a plein de mesures que beaucoup de médias ont déjà citées à la fin de votre bouquin, mais prenez l'interdiction des voitures à part pour les plus de 100 ans ou les handicapés qui n'auraient pas la chance de pouvoir se déplacer autrement. Prenez la fermeture des aéroports, prenez la fermeture évidemment des abattoirs, c'est ça, et Marseille. Comme ça, c'est dans un premier temps. Investir dans le rail, beaucoup plus, un petit clin d'œil aussi à la réforme en cours. Passer le fret sur le rail plutôt que. En neuvant 100% de bio et de permaculture dans l'agriculture, des choses qui sont forcément très coercitives. Ouais, il n'y a pas le choix. Oui, en fait, il n'y aurait pas le choix. Il n'y a pas le choix. Et c'est-à-dire qu'il y a quand même. Si on laisse le choix aux gens, en fait, ils vont faire le choix du confort. Et c'est à chaque fois le même truc. C'est-à-dire que si moi j'ai le choix entre prendre une douche chaude ou une douche froide, je vais prendre une douche chaude. J'ai toujours préféré le confort. Et c'est un peu paradoxal c'est ça aussi qui est compliqué, c'est-à-dire que on essaye de donner aux gens le maximum de liberté, sauf que dans un monde qui va avoir de moins en moins de capacité à donner de l'énergie à tout le monde, cette liberté-là, elle va devoir, elle va se diminuer. Mais alors, j'arrive pas à comprendre comment vous pouvez à la fois dire que de toute façon les politiques n'agiront pas parce qu'ils veulent pas prendre des mesures impopulaires, et à la fois dire qu'il faut prendre des mesures très impopulaires parce que les gens vont pas le faire de même. Ces mesures que vous donnez en exemple, elles seront jamais mises en place de toute façon. Oui. Elles seront jamais mises en place, c'est pour ça que tout va s'effondrer. D'accord. C'est ce que j'explique. J'explique que j'ai aucun espoir qu'un politique à un moment donné prenne ce genre de décision et que la population ne prendra jamais ce genre de décision de leur propre gré. J'ai quand même décelé une piste d'espoir. J'ai vu une prise où vous dites que finalement 3,5% d'avant-garde suffisent pour renverser un gouvernement par désobéissance civile. C'est ce que vous prenez finalement. Est-ce qu'il y a un espoir d'avoir ces 3% de gens conscients du problème qui puissent insuffler ce mouvement et inverser la dynamique ? Ouais, c'était une sociologue qui s'appelait Anna Chenoweth qui avait justement fait cette étude-là et ce prorata. À partir du moment où il y a 3,5, elle a mis le curseur à 3,5% de personnes qui sont intransigeants et qui sont activistes et militants radicaux. Radicaux au sens racinaire, pas radicaux. Le mot il a un peu changé dans la langue française en ce moment. Mais intransigeants, militants et radicaux. En fait, ça insuffle un changement de paradigme. Et ça peut insuffler. En fait, il y a une masse de suiveurs qui risque de suivre. C'est à partir du moment où il y a où ces agitateurs-là et ces militants intransigeants qui deviennent un peu
qui arrivent à mettre à dire que ce qu'ils font, et ils arrivent à faire comprendre à cette masse de suiveurs que ce qu'ils font, c'est juste et c'est bon pour tout le monde. Tu vois. C'est quand même une piste d'espoir, ou en tout cas un message à donner aux gens qui, eux, tentent d'être vertueux dans leur comportement écologique, de leur dire ne lâchez pas, si vous êtes 3%, ça marchera. C'est pour ça que moi je me tourne maintenant vers l'action énormément. Enfin, je suis pas chez moi en train de chialer tous les jours sur le truc. Non, pas du tout. Non, je bois des bières et tout. Ça va. J'ai une vie sociale, ouais. Non. Mais le truc, c'est que maintenant je suis vraiment tourné vers l'action et essayer de faire des actions. Là maintenant, j'affrète un 3-mâts de 47 mètres de long pour aller faire un peu de dépollution plastique des océans, retirer des filets dérivants et emmener des scientifiques à bord, tu vois. Donc en fait, avec l'effondrement, c'est ça qui est un peu ouf, c'est qu'au début t'es dans un déni, après t'es dans une genre de peur énorme de qu'est-ce qui va se passer, d'angoisse, de peur, d'angoisse. Après tu te prends une colère énorme contre le système, les étapes du deuil classique. Les étapes du deuil classique, mais colère, ensuite dépression et après recherche de quête de sens. À la toute fin c'est la sérénité. Je sais pas si je suis serein maintenant, mais c'est un gros truc, mais on vous le souhaite. J'aimerais bien y arriver à un moment, mais au bout d'un moment quand tu arrives dans la quête de sens et tout, tu te dis j'ai quand même une vie, elle vaut la peine d'être vécue, je vais essayer de trouver, par exemple, c'est ce que je donne à la fin de mon bouquin, mon ikigai. Ouais, ça je trouve que c'est plutôt cool. C'est trouver, expliquer, justement l'ikigai, c'est de trouver une raison pour se lever le matin. C'est-à-dire trouver un métier qui à la fois fait du sens pour soi, fait du sens et soit un sens sociétal, soit environnemental, pour lesquels on est doué, qui nous plaisent et qui arrivent à subvenir à nos besoins. Et en fait, on se rend compte que je me rends compte assez vite en regardant tous mes potes ou même moi avant, en fait, que la plupart de des métiers que j'ai effectués ne remplissaient pas ces 4 critères. Et soit ils en remplissaient 3 et du coup ils avaient aucune notion environnementale, soit par exemple chez Sea Shepherd c'était génial parce que du coup je faisais quelque chose que j'adorais, pour lesquels j'étais pas forcément manchot et et qui avait un sens environnemental génial. Par contre ça n'arrivait pas à subvenir à mes besoins, si tu veux. T'es volontaire, t'es bénévole, donc du coup c'est quelque chose c'est à chaque fois une situation précaire. Et donc du coup, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui essaient de trouver leur aspect sociétal ou environnemental dans du bénévolat à la fin, ou en dehors de leur métier. Ouais. C'est tout l'enjeu de propositions comme font par exemple Maxime de Rostolan, qui dit il faut rémunérer les services écosystémiques dans l'agriculture, par exemple, ou rémunérer vraiment de façon différente, changer de paradigme économique finalement. Exactement. Justement, le manifeste Ferme d'avenir, il propose de créer 200 000 emplois. C'est un truc de fou. C'est juste génial ce qu'il fait, Maxime. Justement, on parle de figures qui vous inspirent. Donc, préface de Paul Watson, postface de Pablo Servigne, et aussi le titre évidemment de votre livre, qui est un hommage assez direct au livre de Pablo Servigne qui est sorti en 2015 et qui s'appelle donc Comment tout peut s'effondrer, vous savez pourquoi. Pourquoi tout va. Pourquoi on s'est appelé, on s'est mis d'accord, on dit vas-y 2-3 ans après, viens, on enfonce le clou. Et Pablo Servigne, c'est votre maître à penser du coup ou... En fait, on s'inspire de pas mal de personnes dans ce milieu-là, et en fait, on en apprend toujours. C'est ça qui est assez fou, parce que chacun a une vision différente. Enfin, j'ai rencontré dernièrement Alexandre Boisson, qui est une des personnes qui a fait 10 ans de bac, brigade anticriminelle, et 9 ans de protection du président, et 5 ans sous Chirac, 4 ans sous Sarko, et il a claqué la porte, bref. Mais lui, il est complètement collapsologue, si tu veux, et il a une vision sécuritaire du truc. Alors que moi, j'avais une vision biodiversité, énergie, truc. Lui, il a une vision géopolitique, sécurité. Et c'est trop ouf. On a discuté pendant 5-6 heures ensemble et on a trop échangé de choses. Il m'en a appris beaucoup, j'en ai appris un petit peu. C'était extrêmement intéressant. Et donc on en apprend toujours. Et ce livre-là, il est assez intergénérationnel puisqu'il y a Paul Watson, le père de l'activisme direct. Qui pour nos auditrices et auditeurs est un monsieur qui a quoi 66 ans. Fiché par Interpol. Fiché par Interpol. Ouais, fiché par Interpol. Assez énervé. Voilà. Et donc du coup, il a 66 ans. Ensuite, il y a Pablo qui a 40, 39. Je ne vais pas le vieillir non plus, 39 ans. Et moi qui en ai 24. Et encore, il y a l'illustrateur qui en a 21. D'accord. Justement, Pablo Servigne, la dernière fois qu'on l'a interrogé, parce qu'on s'intéresse aussi à ce qu'il fait, c'était sur son bouquin L'Entraide, qu'il a écrit avec Gauthier Chapelle. Ouais.
Il y a un aspect qui n'est pas dans votre ouvrage, c'est le côté justement plus positif. On se pose toujours la question quand on parle de collapsologie de savoir s'il faut enfoncer le clou à effrayer les gens, s'il faut au contraire leur montrer le positif. On se demande toujours quelle est la meilleure façon de mobiliser pour atteindre ces fameux 3%, on ne sait jamais. Lui insiste maintenant sur le côté il faut changer d'imaginaire. L'autre loi de la jungle, c'est l'entraide. L'humain est foncièrement collaboratif et dans l'empathie. Et surtout, il faut préparer la résilience. C'est-à-dire que l'effondrement va venir. Plutôt que de dire il faut prendre des mesures de coercitives, de dictature, d'interdiction, de tout ça. Non, lui insiste maintenant sur il faut préparer l'économie relocalisée, ce genre de choses qui apparaît moins dans votre bouquin. Du coup, vous êtes dans la phase précédente du deuil, c'est ça encore? Non, ouais. Enfin, moi, je pense que si on arrive à mettre le choc suffisamment fort pour que les gens passent outre le déni. Et puis commencer à faire leur étape du deuil. Ensuite, on va commencer à avoir plein de gens qui vont commencer à rentrer dans cette étape de quête de sens et de sérénité à la fin, quoi. Parce qu'ils vont passer par la peur, la colère et la dépression, certes, mais après, il y a cette remontée, il y a toujours cette remontée, en fait. Mais pour ça, il faut passer l'étape du déni. Et le déni, il est constamment autour de nous, enfin, on le trouve partout. Et l'idée de ce bouquin, c'est vraiment d'essayer de passer outre cette première étape-là qui enchaîne toutes les autres. Et est-ce que c'est forcément la bonne solution d'être J'en ai aucune idée. Alarmiste? Aucune idée, mais je tente des trucs. pour atteindre les gens, en fait, parce que beaucoup peuvent... Enfin, moi, jusqu'à maintenant, je pensais que les collapsologues étaient quand même beaucoup moins... apportaient beaucoup moins de solutions que ce que je suis en train de découvrir, tu vois. Mais j'avais un a priori, et je pense que ça peut effrayer beaucoup de gens. Enfin, on te dit tout peut s'effondrer, bon, bah, très bien... Alors manger au McDo puisque tout va s'effondrer de toute façon, quoi, en gros. Non, mais il y a plein de gens qui ont lu le bouquin et qui en ont été... Enfin, je reçois maintenant pas mal de messages des premières personnes qui ont lu le bouquin. Il est sorti il y a 2 jours. Et ils me disent, ouais, j'ai été touché par le truc parce que tu donnes ton avis personnel dessus. Ouais. Et au final, dedans, je raconte en fait que du coup, je trouve de moins en moins ma place dans ce monde-là et tout. Mais au final, que je me retourne maintenant vers des moyens d'action et que je retrouve du sens à ma vie dans ce genre de choses. Et donc, du coup, ouais, si jamais ça peut donner l'envie à ce que des gens fassent pas forcément la même chose, parce que j'ai pas envie de me donner comme modèle, mais trouvent du sens à leur vie autre que de rester dans ce capitalisme. Ça peut être cool, quoi. Je voulais évoquer aussi, on avait parlé sur Uzbek Erika sur le site d'un sociologue norvégien dont le nom est forcément mal prononcé. Je m'excuse si jamais par hasard il nous écoute. On sait jamais. Très un sociologue qui s'appelle Per Espen Stokes. Et qui avait fait une conférence où il racontait que finalement il y avait ces 5 étapes du déni, de tout ça, mais que pour les contrer, il fallait plutôt miser sur l'exemple et sur l'imitation, c'est-à-dire que la sociabilité pouvait servir de base et qu'il montrait des images satellites assez marrantes où finalement, par exemple, les panneaux solaires sur les toits des particuliers se développent en taches d'huile, c'est-à-dire que quand votre voisin a des panneaux solaires sur son toit, on va faire pareil, on va l'imiter, on va mettre ces panneaux solaires parce que c'est vertueux socialement. Facile à mettre en avant et voilà, il y a cette espèce d'aspect. On va tous consommer des métaux rares. C'est ça, voilà. Oui, forcément. Ça pourrait être autre chose. Un potager, par exemple. C'est vrai, même du véganisme. Par imitation, on peut faire un tache d'huile et voilà. C'est moins visible par satellite, le véganisme. C'est pour ça que les panneaux solaires sont un exemple assez marrant quand même. Mais c'était l'idée de développer, par exemple, Alexandre Boisson, justement le gars de la BAC et tout ça, l'ex de la BAC, qui a développé une association qui s'appelle SOS Mère, MAIRES. Et donc du coup, l'idée c'est de ramener, en fait, de proposer de la résilience locale à des maires de villages et de leur dire, voilà, si vous préparez l'entraide avant. Moi, je pense pas qu'il y aurait de l'entraide si elle n'est pas préparée avant. Lui non plus. Hein. Et si tout est déjà mis en place, si déjà il y a des potagers, il y a des gens qui peuvent bouffer à des différents trucs, parce qu'il y a des maraîchers, parce qu'il y a des forêts qui sont bien gérées, donc qui vont pouvoir donner du bois de chauffe, et qu'il y a de l'entraide et que les gens, en hiver, on va chauffer à 19 degrés avec la cheminée, mais il y a mes voisins qui vont venir chez moi, et tu vois, ça va être correct, tu vois. On arrivera à survivre tous ensemble, ok, mais ça, faut que ce soit préparé. Et c'est pour ça qu'il faut que les maires des villages commencent à prendre ça en compte correctement. Parce que pour toi, il y a pas. Enfin, pour vous, c'est une certitude. Et si certitude il y a, je ne sais pas s'il y a des dates dans le livre, mais à quelle échéance? Je donne dans le livre 2030. Maintenant, je suis beaucoup plus pessimiste que ça. Notamment après 2-3 discussions géopolitiques, il y en a pas mal qui pensent que ça pourrait commencer. L'effritement du bloc occidental pourrait commencer à partir de septembre. D'accord. Septembre 2018. Pablo Servigne, en fin 2015, disait 2018.
2018-2020. 2018-2020, ouais. Il y a pas mal d'experts boursiers qui annoncent un effondrement total de la bulle financière aux alentours de 2018-2019. Annabelle ? Sur cette date de 2030, ce qui est intéressant aussi, ce que vous dites, c'est que vous en êtes arrivé à penser que ce serait bien que ça arrive le plus tôt possible, en fait, même avant 2030. Ouais, un effondrement pas un effondrement total dans le sens où je suis pas pour une diminution de la population avant 2030, c'est pas du tout ça. C'est juste se dire s'il y a un effondrement du capitalisme, si le capitalisme se casse la gueule avant, il y a moyen que ça soit moins douloureux pour les populations et qu'il y ait moins de morts, moins destructeurs et qu'il y ait moins de morts et que la biodiversité puisse peut-être se régénérer si le capitalisme s'effondre avant. Ouais. Eh ben, ça me fait. C'est joli comme conclusion, c'est plutôt positif. Vincent, tu voulais rajouter quelque chose peut-être ? Non, juste je voulais être sûr que tu sois resté dans l'optimisme, Guillaume, à la fin de cette émission. Et Eh ben, écoute, j'essaye. C'est compliqué. Je crois que un certain nombre d'entre nous, auditrices et auditeurs, sont encore peut-être dans la phase de déni. Eh ben, écoutez, on va essayer de se réveiller tous ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. Beaucoup, Julien. Et allez acheter le bouquin, ne serait-ce que pour convaincre vos amis qui sont encore dans le déni. C'est une très bonne façon de passer le déni, je pense. Donc, on va offrir ça à nos familles qui sont peut-être encore dans le déni aussi. Édition Les Liens qui libèrent, 90 pages. 90 pages. Pour combien d'euros pour tu fais ça très bien ? Pour 9,50 €. Seulement 9,50 €. Non, merci beaucoup pour votre disponibilité et votre temps. On reviendra pour de nouvelles aventures dans quelques jours, dans quelques semaines. Et à très bientôt sur les réseaux sociaux.